Je vais donc vous parler des associations de sourds, de leur création et de leur histoire. Je vous parlerai aussi de l'évolution des associations. Il y a beaucoup de différences entre celles qui ont été créées au départ et celles que nous voyons aujourd'hui. Et je vous parlerai aussi du lien entre les associations de sourds et les écoles de sourds. Il y a très longtemps, bien sûr, il n'y avait aucune association, mais des sourds, par-ci par-là, avant l'abbé de l'Épée. Ah, excusez-moi, je me suis trompé sur le nom d'une personne. Il s'agit donc de Montaigne. Aux environs de 1650, Montaigne a aperçu dans des cafés, des sourds qui s'exprimaient en langue des signes. Il en a parlé dans ses livres d'ailleurs. Il les a rencontrés, il a commencé à essayer de discuter un petit peu avec eux. Et il a écrit par la suite de sa plus belle plume que les sourds avaient une langue, la langue des signes, que lui, Montaigne, ne connaissait pas. On ne peut pas dire qu'il s'agissait d'associations, c'était des regroupements spontanés de sourds comme ça, dans les cafés. Il n'y avait pas encore d'école véritablement. Vous connaissez bien sûr l'abbé de l'Épée, qui a été le premier à créer des écoles pour les sourds. Les rassemblements dans les cafés se poursuivant, les sourds étaient intrigués, intéressés et parlaient donc de l'abbé de l'Épée et de son action en faveur des sourds, ainsi que de la création de la première école. Il y avait donc une transmission comme ça d'informations entre les sourds dans les cafés. Ensuite, en 1792, après la mort de l'abbé de l'Épée, son successeur, l'abbé Sicard, a donc pris la relève et des jeunes sourds qui avaient été à l'école, lorsqu'ils sortaient de l'école, se regroupaient entre anciens élèves et échanger des informations, leurs connaissances. Des sourds issus de familles riches faisaient profiter les sourds les plus pauvres de leur savoir. Les sourds de différentes classes sociales, pauvres et riches, se côtoyaient et malgré quelques réticences, arrivaient à communiquer.
Petit à petit, on a vu en France la création de nombreuses écoles de sourds, et même en Europe, puis aux États-Unis. Attention, la création d'écoles de sourds est limitée à l'hémisphère nord, simplement. Ces trois personnes, Berthier, Lenoir et Forestier, étaient des sourds militants. Et tous les trois étaient professeurs aussi. Forestier, lorsqu'il était âgé, il avait 78 ans, a été au congrès de Milan. Il y a participé, en Italie. Lenoir était un professeur, ainsi que Berthier, qui était très militant, comme je l'ai dit. Petit à petit, une guerre s'est instaurée entre, d'une part, donc, les oralistes dans les écoles et les sourds gestuels. En 1834 a été créé le premier comité des sourds muets. On peut dire que c'est la naissance des associations, ainsi que la naissance des banquets. Les sourds, attention, les hommes uniquement, se retrouvaient. Les femmes n'étaient pas acceptées à l'époque. Elles restaient chez elles. Berthier était très inquiet de la montée de l'oralisme et de ce qui se passait dans les écoles. Il avait peur de l'exclusion, donc de plus en plus grande des sourds, des professeurs sourds dans les écoles. Grâce à des collectes, à l'argent qui était récolté dans les banquets, lors du 122e anniversaire de l'abbé de l'Épée, donc après sa mort bien sûr, comme il y avait très peu de choses sur l'abbé de l'Épée, les sourds ne connaissaient pas vraiment cet homme et ce qu'il avait fait. Berthier décida alors de faire des recherches pour que l'abbé de l'Épée ne tombe pas dans l'oubli et en informer donc les sourds lors des banquets. Ces banquets rassemblaient des sourds de toute la France. Il expliquait donc la vie et l'œuvre de l'abbé de l'Épée. D'année en année, grâce à l'argent collecté, Berthier demanda à un sourd, sculpteur, de faire une statue de l'abbé de l'Épée. Bien sûr, vous connaissez tous cette statue, elle est très célèbre. Le sculpteur se mit donc à l'ouvrage.
Et alors que les professeurs sourds étaient de plus en plus renvoyés des écoles, cette statue de l'abbé de l'Épée fut installée. Et pour que l'abbé de l'Épée ne tombe pas dans l'oubli, tous les ans, on commémorait donc son anniversaire en amenant des fleurs. C'est ceux qui signaient, c'est pas les oralistes. Les oralistes à l'époque n'honoraient pas l'abbé de l'Épée. Il s'agissait des sourds qui utilisaient la langue des signes. Petit à petit, des amicales étaient créées de ci, de là. J'ai pris uniquement quelques dates importantes. Il faut savoir qu'à cette époque, dans les associations, des enseignements étaient donnés en langue des signes. Et les associations à l'époque n'avaient aucun budget. N'étaient pas autant aidées par l'État que l'étaient les écoles. En 1900, un sourd d'Uzuzo face à la montée donc toujours de l'oralisme et à l'inquiétude des sourds face à la disparition de la langue des signes, D'Uzuzo déclara donc que la langue des signes ne disparaîtrait jamais, que ce serait toujours la langue des sourds. Il y aura toujours des sourds qui utiliseront la langue des signes. Puis ce fut la création d'associations sportives de sourds, de différents sports. Nous avons beaucoup de documents qui en retracent l'histoire, des photos. La plupart de ces sourds étaient beaucoup plus habiles en langue des signes qu'ils ne l'étaient à l'écrit. Et aimaient beaucoup se retrouver dans ces associations dès qu'ils quittaient l'école.
Vous connaissez tous les Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Olympiques pour sourds furent créés en 1924. Un sourd représentait les États-Unis. Il y avait très peu à l'époque de représentants, hein. Peut-être une dizaine qui représentaient la France. Il y avait très peu de sourds de chaque pays. Ils sont maintenant beaucoup mieux représentés. Les Jeux Olympiques pour aveugles, par exemple, ont été créés bien après. Les sourds étaient très, très forts, très doués en sport. Alors qu'il y avait donc de plus en plus d'associations sportives, Graff, Monsieur Graff, qui était sourd, eut l'idée de créer un très grand foyer pour les sourds, où il y aurait un cinéma, un théâtre, etc., une piscine. Et pour ça, il fallait que les associations collaborent, ce qui n'était pas forcément facile. Les relations entre les associations n'étaient pas très très bonnes. Par exemple, il y avait des problèmes de religion entre associations. Graff décida donc d'acheter un terrain à Paris. Mais le terrain n'était pas très bon et euh, le sol ne permettait pas vraiment de pouvoir construire quelque chose. Il fallut investir beaucoup pour assainir le terrain. Et les relations entre les associations qui participaient à la construction se dégradèrent, ce qui aboutit à l'échec du projet. Puis Graff mourut par la suite. Et le projet donc tomba complètement à l'eau. En 1940, lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc vous savez ce qui s'est passé par rapport aux Juifs qui étaient mis dans les camps. Il y avait donc à l'époque des associations sportives de sourds. Certaines associations de sportifs de sourds donc décidèrent d'aider les Juifs à se cacher. Mais d'autres associations pro-allemandes, voire de tendance fasciste, les côtoyaient sans qu'il y ait vraiment de guerre ouverte entre eux.
Les sourds étaient utilisés aussi dans la résistance, profiter du fait qu'ils étaient sourds pour ne pas être soupçonnés par les Allemands. On ne peut pas dire que à cette époque, et même après la guerre, les sourds avaient une connaissance de leur langue. Ils pensaient que les sourds oralistes étaient plus intelligents. C'était souvent d'ailleurs des oralistes qui étaient présidents d'associations. Il y avait donc une domination des sourds oralistes sur les sourds qui signaient uniquement à cette époque. Ils ne connaissaient pas la linguistique, il n'y avait pas d'interprète. Je vais traduire ça. Les interprètes étaient des gens de la même famille, les enfants par exemple. C'est en 1978 qu'il y a véritablement une révolution par rapport à la langue des signes. Une prise de conscience et une guerre ouverte entre oralistes et gestuels. Les gestuels disaient que les oralistes étaient des lèche-bottes. Ce phénomène se produisit partout dans le monde d'ailleurs. Deux ou trois Américains, en 1976, créèrent à Paris l'International Visual Theatre. Ils étaient étonnés par le fait que la langue des signes n'était pas considérée en France et décidèrent d'encourager donc cette prise de conscience. Puis en 1978, 30 Français, entendants et sourds, des orthophonistes aussi, participèrent à un voyage d'études à Galaudet. J'y ai été moi-même et j'ai été très étonné par la langue des signes là-bas, par la prolifération des méthodes qui étaient utilisées. La SL, mais pas simplement. Certains utilisaient l'anglais signé, d'autres la langue des signes. Et lorsque nous revinrent en France, ce fut vraiment la guerre. Ce fut vraiment la révolte des sourds contre l'oppression des entendants.
On utilisait à cette époque les interprètes pendant de très très longs moments, pendant des heures. Il n'y avait pas vraiment de déontologie. Et les interprètes n'étaient pas payés à cette époque-là. Ils n'avaient aucune formation. Puis ce fut la création de beaucoup d'associations. En 1978, l'Académie de la langue des signes française fut créée et les premiers cours de langue des signes furent donnés. Par exemple, pour des gens qui devinrent interprètes par la suite. En 1979, en Bulgarie, je crois que le signe a changé. Sûrement à la demande des Bulgares d'ailleurs. Donc lors de ce congrès mondial des sourds à Varna, pour la première fois, il y a eu une revendication de l'utilisation de la langue des signes. En 1979, à Saint-Jacques, il y a eu une grève à l'INJS de Paris des élèves. Les élèves refusaient de travailler parce que l'enseignement était déplorable, ainsi que la nourriture. C'était surtout les internes qui manifestaient. C'est la première fois que des élèves sourds sont devenus délégués et osaient revendiquer. Il y a eu énormément de création d'associations après. En 1980, 2 LPE fut créé, avec les premiers cours de langue des signes pour les parents d'enfants sourds. À l'époque, les sourds et les entendants décidèrent de travailler ensemble dans cette association de LPE. C'est à cette date aussi que fut créée la première association des interprètes pour déficients auditifs. Alors bon, il faut tout de même savoir qu'à l'époque, ces interprètes ne travaillaient pas du tout en relation avec les sourds, ils étaient même plutôt hautains. Ils préféraient travailler uniquement entre eux, en pensant que les sourds n'étaient quand même pas très intelligents et qu'eux-mêmes étaient beaucoup plus intelligents que les sourds. Et c'est là où il y a eu une guerre entre les associations de personnes sourdes et les associations d'interprètes. Les sourds se sont ligués entre eux et ont
renversé cette association qui s'appelait Amphida. Ils ont renversé donc cette association. Où ai-je mis mon papier? Bah, j'avais bien marqué pourtant, j'avais bien une suite. Bah, mon papier a disparu. Excusez-moi. Ah, là voilà. Et c'est en 1988 que cette association, anciennement Amphida, devint l'Association nationale des interprètes en langue des signes. Ces interprètes ont décidé de travailler en relation avec les personnes sourdes et échanger avec les sourds. Ces interprètes ont décidé que les sourds pouvaient faire partie des réunions, discuter des codes déontologiques, des conditions de travail, etc. Et maintenant, vous voyez les interprètes qui sont sur scène depuis le début du colloque, font partie de cette association d'interprètes. Il y a maintenant des interprètes qui sont sourds, qui sont interprètes en langue des signes internationale. En 1981 fut créé le Centre de promotion sociale des adultes sourds. C'est une association qui est dirigée par des personnes sourdes et qui vient en aide aux personnes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage. Et bon, il faut quand même savoir qu'au départ, ces personnes sont des sourds de base, si l'on peut dire, qui utilisent une langue des signes qui leur est propre et que les entendants ne peuvent pas comprendre. Alors, ce sont des personnes sourdes qui sont à l'accueil et qui s'occupent des dossiers de ces sourds au chômage. Et c'est ainsi que l'on peut trouver des solutions pour ces sourds au chômage, bon, du travail, etc. D'autre part, ce sont des personnes qui sont malheureusement illettrées, puisqu'ils n'ont pas pu suivre, ils sont en situation d'échec scolaire. Et il y a des cours qui ont été mis sur place, des cours de remise à niveau de français, de cours de remise à niveau de langue des signes. Bon, c'est un énorme travail qui est effectué dans cette association. Cette association se trouve à l'Institut national des jeunes sourds de Paris. Et ils sont en guerre justement avec la direction de l'Institut. Car les entendants aimeraient bien malgré tout que cette association disparaisse. Mais c'est une association très costaud. En 1983 fut édité le livre de Christian Cuxa, qui est une personne entendante. Christian Cuxac est catalan. Vous savez, il est de la région de Bayonne, Biarritz, et les Catalans ont également été opprimés. Et lorsqu'il s'est rendu compte que les sourds avaient subi exactement la même oppression, il a décidé de faire des recherches sur le passé des sourds, sur le congrès de Milan. Et il s'est bien rendu compte qu'en fait, le congrès de Milan n'avait pas été organisé par des Italiens, mais en fait bien par des Français. Et il a donc écrit un livre racontant ce passage de l'histoire des sourds, qui s'appelle La langue des sourds. Et je dois dire qu'il a été très critiqué par des entendants, car il avait osé écrire ce livre. Et les entendants de temps oralistes étaient contre l'écrit de Christian Cuxa, qui s'est vraiment fait descendre. Mais ça n'a pas empêché que ce livre ait eu énormément de succès. Christian Cuxa, qui est linguiste à l'université. Je voudrais revenir sur 1983. À Poitiers, qui est une ville de province, vous savez où il y a le Futuroscope maintenant, donc à Poitiers, il y a eu une grève des élèves. Ça a été très fort, les élèves se sont mis en grève.
Alors, ça n'avait rien à voir avec la nourriture cette fois-ci. Il y en a, enfin, non, il y en a certains qui ont fait la grève de la faim, excusez-moi. Il y a eu une grève de la faim de la part des élèves durant, je ne sais plus, 5 jours, je ne sais plus. Enfin, ils ont fait la grève de la faim durant 5 jours. En 1986, à Paris, il y a eu la première manifestation des sourds qui a réuni énormément de monde. On pense à 2000 personnes environ. Bon, je ne sais pas un chiffre très précis, mais il y a eu environ 2000 personnes. Et ça a été la première manifestation qui s'est déroulée ici en France. Tous les sourds se sont retrouvés dans les rues de Paris. Et c'était une manifestation pour la reconnaissance de la langue des signes française. Il était demandé au pouvoir public de reconnaître la langue des signes française. Bon, bien sûr, les pouvoirs publics n'ont pas tout de suite reconnu la langue des signes. Et en 1988, comme je vous le disais tout à l'heure, bon, il était organisé un banquet annuel pour commémorer l'abbé de l'Épée. Or, la direction de l'Institut national des jeunes sourds de Paris a interdit ce banquet sous prétexte que le piano de la salle des fêtes avait été cassé par les élèves. Et le directeur, de colère, pour punir les élèves, a décidé d'annuler le banquet. Bon, bien sûr, les enfants, entre eux, n'ont jamais voulu dénoncer le coupable, mais bon, le fait est que le banquet a été annulé sous ce prétexte-là. Lorsque les associations ont été mises au courant que le banquet avait été interdit par la direction de l'Institut, les associations se sont rebellées et le directeur a dû s'excuser bien platement. Il s'est fait tirer les oreilles. Parce qu'il n'était pas normal que le banquet annuel en mémoire de l'abbé de l'Épée soit annulé. Je suppose que vous connaissez tous le musée du Louvre, ne serait-ce que de réputation. Vous avez sûrement dû en parler entre vous, sinon l'avoir visité. Une association s'est créée à Vis en 1989 pour former des conférenciers dans les musées. Donc les personnes qui travaillent dans cette association ont étudié l'histoire de l'art. Et 9 conférenciers sourds ont été ensuite répartis dans les musées français. Et lorsque des touristes sourds étrangers viennent visiter ces musées, ce sont des personnes sourdes eux-mêmes qui font les visites guidées et non pas des interprètes. Non pas qu'on ne veuille pas des interprètes, mais enfin là ce sont quand même des conférenciers sourds, c'est normal. Mais vous verrez, vous en entendrez bientôt parler de cette association. Le DevWay, vous êtes bien sûr tous au courant. Tous les pays du monde ont été représentés lors de cette réunion mondiale, le DevWay. Il y avait 7000 personnes réunies à Washington. Bon, les thèmes abordés étaient la culture, l'art, l'enseignement.
même les sourds des pays pauvres, comme l'Amérique du Sud, étaient venus au DevWeb pour vendre leurs produits de façon à récolter des sommes d'argent. Parce que ce sont quand même des pays pauvres, ils ont pu collecter des sommes d'argent pour développer leur association. Peu de temps après, à Paris, pour le bicentenaire de la naissance de l'abbé de l'Épée, de la mort de l'abbé de l'Épée, pardon, il y a eu une exposition qui s'appelait Le pouvoir des signes, qui a été inaugurée à Paris. Alors, bon, était retracé l'enseignement des sourds, la création de la première école par l'abbé de l'Épée, le congrès de Milan, etc. Bon, malheureusement, très peu de sourds étrangers ont pu venir voir cette exposition, qui a duré 2 mois. Et ça fait beaucoup de peine aux sourds lorsque l'exposition a dû fermer ses portes après les 2 mois. Maintenant, le colloque européen ici prend la relève de cette exposition et nous pouvons retracer toute notre histoire. En 1990 a été créée une association qui vient en aide aux personnes sourdes qui sont en situation d'échec scolaire. Bon, naturellement, comme les sourds sont dans des écoles oralistes, avec des enseignants entendants, ils ont beaucoup de problèmes d'illettrisme. Rachid Mimoun, qui est également le président de l'association des interprètes en langue des signes, est responsable de cette association. Alors c'est toute une remise à niveau au niveau du français, etc., même de l'identité sourde, de la culture sourde qui est mise en place dans cette association. Et il y a plusieurs antennes qui sont créées maintenant dans la France entière. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, vous savez maintenant... Non, non, je ne vous demande pas d'applaudir, arrêtez, mais vous savez les applaudissements, je voudrais vous donner une explication à ce propos-là. Bon, alors ça remonte à peu près à il y a 8 ans. Bon, vous savez, l'association de LPE, attendez. Cette association je ne sais pas si c'est à l'origine de l'association de LPE ou de l'IVT, mais les applaudissements de cette façon, parce que vous savez, les entendants tapent dans leurs mains, mais nous n'entendons pas, donc visuellement, il est bien mieux pour nous d'applaudir de cette façon-là. Et c'est un mouvement qui est venu de France. Et en Finlande, en 1987, je crois, il y a eu un congrès mondial où là, les sourds français se sont mis à applaudir de cette manière-là, à la grande surprise des autres sourds qui ont imité cet applaudissement et qui s'est répandu maintenant dans le monde entier. Et après le DevWeb, ça s'est à nouveau répandu encore plus dans les autres pays qui ne connaissaient pas du tout. Et maintenant, lorsqu'il y a des sourds dans la salle ou sur scène, les applaudissements se font de cette façon-là. Autre chose, en 1990, à Poitiers, il y a eu un grand colloque qui était organisé avec des participants, des conférenciers anglais, américains, etc. Et à l'ouverture, à l'inauguration du colloque, en fait, vous savez bien, il n'y a pas eu l'inauguration traditionnelle. En fait, ce qui s'est passé, bon, ce qui a choqué beaucoup de gens, mais attendez,
un appareil a été posé sur un billot. Et d'une masse, il a été brisé en 1000 morceaux. Bon, beaucoup de personnes ont été très choquées, d'autres ont applaudi. Bon, mais ça a choqué pas mal de gens. Mais ce qu'il ne faut pas croire, c'est que ce n'était pas pour empêcher, ce n'était pas contre les appareils à proprement parler, mais contre la surmédicalisation de la surdité. Et c'est ce que le symbole était, de cesser cette médicalisation de la surdité. Il faut également reconnaître la langue des signes, faire des recherches sur la langue des signes et qu'elle soit mise au même niveau. Parce que bon, vraiment, les sourds, ils en ont marre de porter des appareils. Ils les enlèvent dès qu'ils peuvent. Mais psychologiquement, c'est dur. Pour les sourds oralistes, alors qu'ils se font descendre par les sourds gestuels. Et il faut maintenant que cette guerre cesse vraiment, que ça ne devienne que de petites choses. C'est Jean-François Mercuriaux qui a fait ce geste. Lui aussi, c'était un sacré militant. Ce colloque a duré une semaine, et une semaine après la fin du colloque, il s'est suicidé. Mais ne pensez pas que c'est suite à son geste d'inauguration, pas du tout. C'était vraiment pour des raisons très personnelles. Mais je tiens vraiment à lui tirer mon chapeau aujourd'hui et rendons-lui hommage. C'était un sacré bonhomme, il ne faut surtout pas l'oublier. Il faut que Jean-François Mercuriaux apparaisse maintenant dans nos livres d'histoire. Une minute, s'il vous plaît. Vous savez, le sida a fait énormément de ravages dans la communauté homosexuelle. Bon, vous êtes tous au courant. Bon, voici le signe de sida. Et chez les entendants, tout autant que chez les sourds, il y a eu énormément de morts. Mais le problème, c'est que les sourds n'avaient aucune information quant à cette maladie et la prévention de cette maladie. Alors en 1991 a été créée l'Association culturelle des gays et lesbiennes sourds de France. Dans tous les pays européens, il existait ce genre d'association. Mais en France, il n'y en existait pas. Et de façon à prévenir la population sourde, de faire de la prévention, cette association a été créée. Bon, maintenant je finis mon exposé. Ce que je voudrais quand même signaler, c'est que malgré toute la création de toutes ces associations qui existent en France, il faut savoir que malgré tout, depuis 8 ans, il n'existe aucun foyer dans Paris. Alors lorsque viennent des étrangers, que ce soit des Américains, des Belges, etc., la première chose qu'ils demandent, c'est où est le foyer. Et lorsque l'on dit qu'il n'y en a pas, ils sont bien désolés, parce que quand même, nous sommes le pays où l'abbé de l'Épée existait, où il a créé la première école, et résultat des courses, nous n'avons pas de foyer. Les entendants n'aident pas tellement les sourds non plus pour la création d'un foyer. Et il faut savoir que les associations quand même ont quand même des rivalités les unes les autres. Je vous remercie tous d'avoir suivi mon exposé. Merci.